Bonjour, je suis le professeur Hassan Banan, prof de SVT. Aujourd'hui, on va entamer la dernière partie du programme qui est les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Cette unité comprend 4 parties. La première, c'est les chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Deuxième, c'est les déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaînes de collision. La troisième, il porte sur le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Et la dernière, c'est la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Commençons par la première partie, donc les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Comme vous savez que la convergence lithosphérique qui se caractérise par le phénomène du rapprochement des deux plaques lithosphériques, ce phénomène est à l'origine de la formation des chaînes de montagnes. Donc les questions auxquelles on doit faire face sont: quels sont les différents types de chaînes de montagnes? Et quels sont les marqueurs, c'est-à-dire les témoins, de chaque type de chaîne de montagne? Et on va finir par les phénomènes qui accompagnent la formation de chaînes de montagnes. Avant tout, on va commencer par un petit rappel sur la structure de la Terre et la tectonique des plaques. Maintenant, voyons ce géosphère qui nous présente la Terre en tant qu'une structure qui est composée d'un ensemble d'enveloppes emboîtées. Ici, on voit les continents, donc on a trois principaux continents, donc l'Afrique, l'Australie et l'Amérique du Sud. Entre ces continents, on trouve des océans, donc l'océan Atlantique qui sépare l'Amérique du Sud et l'Afrique, l'océan Indien qui sépare l'Afrique et l'Australie, et l'océan Pacifique qui sépare l'Australie et l'Amérique du Sud. Au milieu de l'océan, on trouve ce qu'on appelle les dorsales médio-océaniques. Ce sont des lieux de formation du plancher océanique. Donc, la notion, on doit faire attention à ne pas confondre la notion de plaque et le continent. Donc ici, on a le continent africain, mais la notion de plaque, c'est une notion qui fait appel à des limites, qui sont généralement 3 limites. Dans ce géosphère, on voit 2 types de limites qui sont la dorsale médio-océanique, c'est le lieu de formation de la lithosphère océanique, et un autre lieu de disparition de cette lithosphère. Vu que le volume de la Terre est stable, donc on doit trouver des zones d'accrétion, des zones de formation de lithosphère océanique et d'autres de la disparition. Donc, ici, on a le continent africain, mais la plaque, c'est une notion qui fait appel à des limites qui sont les limites de convergence et les limites de divergence. Par exemple, l'Afrique, donc les limites de la plaque africaine, c'est entre cette dorsale-là et la dorsale suivante. Donc c'est une plaque, c'est une plaque qui est qualifiée de plaque continentale. On a aussi une deuxième plaque qui est la plaque de l'Australie, une troisième, voici la quatrième et la cinquième. Donc d'après ce géosphère, on constate qu'on a 2 grands types de plaques. On a la plaque continentale, donc qui comprend le continent plus le plancher océanique, et on a le deuxième type qui est une plaque océanique, qui est composée essentiellement de la lithosphère océanique. Bien, passons maintenant pour voir la composition interne de la Terre. Donc en passant de la partie superficielle jusqu'au centre de la Terre, on trouve les composantes suivantes. Donc on a ici
une croûte continentale, donc c'est la partie qui forme le continent. Généralement, son épaisseur ne dépasse pas les 30 km dans les zones éloignées des lieux de formation de chaînes. Et on a aussi la croûte océanique. Donc cette croûte, il représente 1% du volume de la Terre. On a aussi une discontinuité de Moreau qui sépare la croûte du reste du composant de la Terre. On a aussi une autre discontinuité qui s'appelle la discontinuité de Gutenberg qui sépare, qui délimite le manteau et la partie qui est au-dessous de cette discontinuité, il forme ce qu'on appelle le noyau. On trouve aussi une autre discontinuité, l'Ahman, qui sépare les deux parties du noyau. Donc revenons maintenant à la partie qui sépare la discontinuité de Moreau et de Gutenberg. Il forme ce qu'on appelle le manteau. Ce manteau est subdivisé en trois parties, qui sont le manteau lithosphérique. Donc c'est la partie du manteau supérieur qui est rigide. Il forme avec la croûte océanique ce qu'on appelle la lithosphère océanique. Mais pour la lithosphère continentale, elle est formée de la croûte continentale plus ce manteau lithosphérique. En bas du manteau lithosphérique, on trouve le manteau asténosphérique. Il est appelé l'asténosphère. Donc, manteau lithosphérique et asténosphère forment le manteau supérieur. La différence, c'est que le manteau lithosphérique est rigide, alors que l'asténosphère est de nature plastique ou ductile. Donc, après, on trouve le manteau inférieur, qui est de nature solide. Donc, l'ensemble du manteau supérieur et inférieur forme ce qu'on appelle le manteau. Donc, il représente à peu près 83% du volume de la Terre. Au-dessous, on trouve le noyau externe ou noyau. Après, le noyau interne ou la graine. Bien. Donc, passons maintenant pour voir les différents types de chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Voyons maintenant ce planisphère. Il nous présente la répartition des différents types de chaînes de montagnes récentes qui sont ici matérialisées en jaune foncé. Donc, ils sont là, ils sont ici. Et voilà. Donc, ces chaînes de montagnes se présentent au niveau des limites convergentes qui sont matérialisées ici en bleu, donc les limites convergentes. Ces chaînes de montagnes se présentent aux limites des plaques qui sont des limites convergentes et au niveau de ces limites, on trouve des volcans qui sont matérialisés ici sous forme de points de couleur rouge. Et à ce niveau aussi, on trouve une activité sismique plus importante. Donc, les chaînes de montagnes récentes se localisent au niveau des limites convergentes des plaques qui connaissent une importante activité volcanique et sismique liée au phénomène de la tectonique des plaques. Donc, selon le type de confrontation entre les plaques, qui sont de deux types, plaques océaniques et plaques continentales, on peut trouver trois types de chaînes de montagnes, qui sont les chaînes de subduction. Donc, ce sont des chaînes qui localisées entre la partie continentale d'une plaque et la partie océanique d'une autre. On a aussi les chaînes d'obduction. Ce sont des chaînes qui résultent de la confrontation entre deux parties océaniques et finissent par la montée d'une lithosphère océanique au-dessus d'une autre qui est continentale. Et le dernier type, c'est les chaînes de collision. Ce sont des chaînes qui surgissent entre deux blocs continentaux, exemple l'Himalaya ou les Alpes. Donc, quelles sont les caractéristiques de chaque type de chaîne de montagne?
Donc, on va commencer maintenant par les chaînes de subduction. Et comme exemple, la chaîne des ondes ou la cordillère des ondes. Donc, où se localise cette chaîne? Donc, il se localise dans l'Amérique du Sud. Voilà. Il s'étale du Venezuela au nord jusqu'à la pointe sud du continent. Il s'étend sur une longueur de 7100 km et une largeur qui peut aller de 200 km jusqu'à 800 km et culmine à 6962 mètres, donc à l'Aconcagua en Argentine. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques géologiques des zones de subduction. Donc prenons toujours l'exemple de la chaîne des ondes. Donc on a ici la plaque océanique Nazca qui est en face de la plaque continentale sud-américaine. Donc à ce niveau-là, on trouve, c'est une zone de rapprochement, regardez bien les flèches. On trouve aussi des points qui sont matérialisés ici en rouge, ce sont des volcans explosifs. Et si on prend une coupe AB au niveau de cette limite, on peut trouver les caractéristiques suivantes. Ici, on a une fosse océanique. On a aussi les volcans explosifs. Et on a un relief qui est positif. On a aussi la répartition des foyers sismiques, comme vous le voyez ici. Ce sont des foyers sismiques qui sont répartis selon un plan oblique. C'est-à-dire, si on s'éloigne de la fosse vers le continent, on voit que les foyers sismiques la profondeur devient plus importante. Donc, cette répartition qui est oblique est une des caractéristiques de la zone de subduction. Aussi, voyons les lignes d'isothermie. Donc, les lignes d'isothermie sont presque horizontales au niveau de la Terre, mais au niveau des zones de subduction, ces lignes, ils prennent une allure qui est presque semblable à celui des foyers sismiques. Donc, c'est une anomalie thermique. Donc, ces différentes caractéristiques montrent que la zone de subduction se caractérise par un ensemble de caractéristiques qui sont les suivantes. Donc, on a l'existence de fosses océaniques, c'est un relief négatif. La présence de prismes d'agression qui résultent de la séparation des couches sédimentaires par la plaque chevauchante. On a aussi la présence de chaînes de montagnes le long de la côte qui résulte d'un épaississement suite au phénomène de raccourcissement. Aussi la distribution régulière des foyers sismiques selon un plan incliné appelé le plan Wadati-Benioff. Et un volcanisme actif et explosif de type andésitique. On a aussi l'anomalie thermique qui est négative au niveau de la fosse océanique et aussi une anomalie positive au niveau de la croûte océanique continentale. Pour l'anomalie négative, il est expliqué par le phénomène de la subduction d'une lithosphère froide qui provient de la surface. Et pour l'anomalie positive, est expliquée par la genèse et l'ascension d'un magma, qu'on va voir après. Puis on a les déformations tectoniques, généralement simples, qui sont des plis et des failles. On a aussi des transformations minéralogiques au niveau de l'asténosphère avec l'apparition des roches un petit peu spéciales qu'on va voir après aussi. Toutes ces caractéristiques montrent que la croûte océanique, froide et plus dense, s'enfonce sous la plaque continentale qui est moins dense selon un plan incliné. Donc, c'est le phénomène de la subduction. Maintenant,
on va passer pour connaître comment se forment les roches endogènes des zones de subduction. La figure suivante nous présente une lame mince de l'andésite. C'est la roche la plus répandue dans les zones de subduction. Il est composé de minéraux de grande taille, d'autres minéraux de petite taille et une partie non cristallisée qui forme le verre. Donc, cette roche est une roche volcanique. Elle est composée de phénocristaux, c'est-à-dire de gros cristaux, qui sont plagioclase, l'amphibole et le pyroxène, formés aussi de petits cristaux qui s'appellent les microlithes, et une pâte non cristallisée qui forme le verre amorphe. Donc, sa structure est microlithique, donc elle résulte d'un refroidissement en 2 étapes. Maintenant, on va passer pour voir comment se forment les roches endogènes des zones de subduction. Cette figure, il nous montre une lame mince de l'andésite, qui est une roche plus répandue dans les zones de subduction. Cette lame mince nous montre la présence de minéraux de grande taille, d'autres minéraux de petite taille qui s'appellent les microlithes et une pâte non cristallisée. Donc, l'andésite est une roche volcanique composée de phénocristaux, c'est-à-dire de gros cristaux, qui sont plagioclase, amphibole et pyroxène, et de petits cristaux qui s'appellent les microlithes et une pâte non cristallisée qui forme ce qu'on appelle le verre amorphe. Sa structure est microlithique, donc il résulte d'un refroidissement en 2 grandes étapes. Un refroidissement long dans la chambre magmatique, c'est-à-dire en profondeur, qui donne les gros cristaux, et un refroidissement relativement rapide pendant la montée et à la surface de la Terre, qui donne les microlithes et le verre amorphe. Donc passons maintenant pour voir quelles sont les conditions de formation de magma qui donnent naissance à ce type de roche. Vu que ces roches proviennent de l'asténosphère, donc ils proviennent d'une partie là où on trouve la péridotite, donc on va essayer de comprendre comment la péridotite peut donner un magma. Donc expérimentalement, on a procédé à la fusion partielle de la péridotite sèche. Il nous a donné les résultats suivants. Donc, tout point qui appartient à ce domaine, il a été expérimenté et il a montré que la péridotite reste à l'état solide. Si on prend la péridotite sèche et on réalise l'expérience sous des températures et des pressions qui appartiennent à ce domaine-là, on voit que la péridotite entre en fusion partielle. Si on met la péridotite dans des conditions qui appartiennent dans ce domaine-là, la péridotite est fondue totalement. Cette ligne-là, il nous présente ce qu'on appelle le géotherme de la zone de subduction, c'est-à-dire la variation de la température en fonction de la profondeur. Dans ce cas, ce solidus, qui est le début de la fusion partielle de péridotite sèche, ne recoupe pas ce géotherme, donc absence de formation d'un magma. Si on refait la même expérience, mais dans le cas de la péridotite qui est hydratée, on voit que ce solidus, c'est-à-dire le début de la fusion partielle des péridotes hydratées, il recoupe ce géotherme. Donc, dans ces conditions-là, il y a formation du magma. Donc, le problème qui se pose, d'où vient l'eau qui hydrate cette péridotite? Donc, en absence de l'eau, comme vous voyez, la température de fusion partielle des péridotites, donc le solidus des péridotites anhydres, est toujours supérieure au géotherme, ce qui montre l'absence de fusion des péridotites. Mais en présence d'eau, la température de fusion partielle des péridotites diminue et devient inférieure au géotherme,
ce qui donne naissance à un magma initial. Donc l'eau, il abaisse le solidus de la péridotite. Donc pour expliquer ce phénomène-là, on passe à ce schéma-là. Donc ici on a une dorsale médio-océanique. C'est au niveau de cette dorsale que naissent les roches qui forment la lithosphère océanique, à savoir le basalte et le gabbro. Durant l'expansion, ce basalte et ce gabbro, ils vont s'éloigner de cette dorsale, donc ils vont subir deux grandes modifications qui sont une diminution de la température et l'hydratation. Donc ils vont subir un métamorphisme qu'on va voir ultérieurement, c'est un hydrométamorphisme. Donc ces roches-là, une fois qu'ils arrivent à ce point-là, donc ils vont entrer en subduction, c'est-à-dire ils vont s'enfoncer, d'où la transformation après transformation du gabbro et basalte en schiste vert. Et ce schiste, il va se transformer en schiste bleu, puis en éclogite. Durant cette transformation, il y a libération de l'eau. Cette eau, il va hydrater la péridotite, ce qui va donner un magma. Donc, pendant l'expansion océanique, les roches de la lithosphère océanique, qui est formée essentiellement basalte et gabbro, s'hydratent, donc c'est un hydrométamorphisme, et se transforment en schiste vert. Et pendant la subduction, la lithosphère océanique est comprimée et déshydratée, donc les schistes verts se transforment en schiste bleu, puis en éclogite. L'eau libérée de cette plaque plongeante hydrate la péridotite de la plaque chevauchante. Donc le solidus des péridotites recoupe le géotherme, ce qui donne naissance à un magma initial. Ce magma initial formé se différencie en magma andésitique et monte vers la surface. S'il cristallise en surface, il donne l'andésite, donc c'est une roche volcanique de structure microlithique. Et s'il cristallise en profondeur, il donne le granit ou le granodiorite, qui est une roche plutonique de structure gonique. Bon, pour aujourd'hui, donc on va s'arrêter ici pour terminer la leçon après. Et merci.